Bonjour, aujourd'hui on poursuit l'étude des bactéries, donc vous devriez avoir vu la première partie sur les bactéries. Maintenant on commence la deuxième et on va commencer en étudiant surtout les structures qui sont retrouvées à l'extérieur de la paroi. Donc lors de la précédente vidéo, on avait terminé avec l'étude de la paroi bactérienne, de la différence entre la paroi des bactéries gram positifs et négatifs. On avait vu aussi la coloration de Gram. Donc, on va aller voir maintenant quelles sont les structures qu'il y a à l'extérieur et plus tard, on verra les structures qu'il y a à l'intérieur de la paroi. Donc, juste un petit rappel. Donc, ce que l'on voit en jaune ici, okay, c'est la paroi comme telle. Donc, elle serait composée seulement de peptidoglycanes chez les bactéries Gram+, et de peptidoglycanes et d'une membrane externe chez les bactéries Gram-. Sur l'image qui est présentée, donc on voit la capsule qui est déjà une structure externe supplémentaire, mais on va voir qu'il y en a plusieurs autres. Donc, commençons. Donc, encore une fois, juste un rappel. Donc, on a les bactéries gram positifs ici, gram négatifs là. Donc, paroi des bactéries gram plus, paroi des bactéries gram moins. Donc, allons voir ce qu'il y a de plus. Donc, il y a un terme général, pour des substances qui sont sécrétées à l'extérieur de la paroi qu'on appelle le glycocalyx. Le glycocalyx peut être composé de plusieurs façons. S'il est vraiment fermement attaché à la bactérie et a une consistance un petit peu plus solide, on va parler d'une capsule. Comme vous le voyez sur l'image ici, là, ce que l'on voit en rouge, c'est la capsule. Mais on va parler de couches visqueuses si c'est moins organisé et un petit peu plus lâche. Donc, l'aspect va être différent. L'autre point, formé de sucres polysaccharides extracellulaires, c'est peut-être plus ou moins important. Permettre, dans le fond, la présence d'un glycocalyx, ça peut permettre la survie de la bactérie dans son environnement, lui permettre de s'attacher à des surfaces. Ces surfaces-là, ça peut être dans l'environnement, donc sur des plantes, sur des rochers ou peu importe. Mais au niveau médical, la bactérie peut s'accrocher dans les tissus humains, peut aussi s'accrocher et se développer sur des instruments utilisés dans le milieu hospitalier. Donc des tubulures, des sondes urinaires, tous les appareils que vous utilisez là, pour intuber les patients. Donc il y a des glycocalyx qui peuvent se former. On va parler aussi de biofilms dans quelques instants. Donc, je reviens sur la capsule. Donc, la capsule, ce ne sont pas toutes les bactéries qui en possèdent une. Certaines bactéries vont avoir une capsule, d'autres non. Les bactéries qui possèdent une capsule, ça va leur conférer un avantage, ça va leur conférer une plus grande pathogénicité, ça va augmenter aussi leur virulence. Donc, les bactéries qui ont ça vont pouvoir adhérer à nos tissus, mais une chose super importante, c'est ça ici. C'est que les bactéries qui ont une capsule vont résister beaucoup plus efficacement à la phagocytose. La phagocytose, c'est quoi? C'est un phénomène par lequel une cellule immunitaire va manger un micro-organisme, donc on pourrait manger une bactérie, un virus ou peu importe. Donc, ce qui va arriver, c'est que cette capsule-là va un petit peu masquer les protéines qui sont à la surface de la bactérie et le phagocyte va avoir beaucoup plus de difficulté à reconnaître la bactérie et la capter, puis ensuite la digérer. Certaines bactéries donc, qui possèdent des capsules, on a Bacillus anthracis qui cause l'anthrax. On se rappelle que la forme pulmonaire est la pire, mais il peut y avoir une forme cutanée et une forme digestive aussi. Streptococcus pneumoniae. Ça, c'est important. Donc, la bactérie qui cause la pneumonie ou une des principales bactéries qui cause la pneumonie. Cette bactérie-là, donc, possède une capsule et il faut se rappeler que les pneumonies sont plus fréquentes chez les patients un petit peu plus âgés. Donc, les personnes âgées ont déjà un système immunitaire plus faible et en plus, la bactérie a un outil supplémentaire pour lutter contre ce système immunitaire-là. Donc, les pneumonies vont être souvent beaucoup plus graves chez les personnes âgées que chez les personnes un petit peu plus jeunes. Donc, c'est pour ça qu'à partir de l'âge de, je crois que c'est 55 ou 60 ans, au Québec, on va suggérer aux personnes un petit peu plus âgées de recevoir un vaccin. Je pense que c'est le Prévenard. Donc, ce vaccin-là, au Québec, on va l'administrer aux personnes plus âgées pour les protéger ou leur donner une protection supplémentaire contre la pneumonie. Autre bactérie qui possède une capsule, donc Haemophilus influenza, qui peut causer des méningites.
L'image que vous voyez en bas à droite, c'est une coloration qui nous permet de voir la capsule, puis c'est une coloration un petit peu particulière. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, tout ce que j'encercle, ce sont toutes des bactéries. Donc, on voit la bactérie, mais on voit une zone claire autour. Puis dans le fond, c'est comme ça qu'on détecte la présence de bactéries, c'est que, de capsules bactériennes, je devrais dire, c'est que la capsule n'est pas colorée, comme l'est tout le fond de l'image, et la bactérie, elles, sont colorées, mais la capsule ne l'est pas. Les biofilms, c'est particulier, donc les biofilms sont formés à partir de bactéries justement qui peuvent sécréter des substances visqueuses autour d'elles. Donc si on regarde l'image du centre, celle-là ici, donc il y a des bactéries qui se déposent sur une surface, elles vont commencer à sécréter des substances visqueuses. Tranquillement, pas vite, donc les bactéries se multiplient, donc il y en a de plus en plus, et la couche visqueuse, dans le fond, permet aux bactéries d'adhérer à la surface, mais ça les protège aussi des attaques externes. Donc, des attaques du système immunitaire, des attaques par des produits nettoyants, aussi par les antibiotiques et tout. Donc, tout ça fait en sorte que les biofilms, souvent, sont très difficiles à éliminer d'un environnement. Par exemple, justement, sur les équipements médicaux, là, tout ce qui est cathéter, prothèse, tubulure, sonde urinaire, on pourrait le rajouter. Ce sont des objets sur lesquels les bactéries peuvent adhérer. Quand je donne ce cours-là en hygiène dentaire, je parle beaucoup aussi des suctions. La succion qu'on vous met dans la bouche pour aspirer votre salive, le sang, etc. Là-dedans, jadis, là, avant qu'on réalise le problème, il y avait beaucoup de biofilms qui se formaient. Ça devenait problématique parce qu'il pouvait y avoir des retours. Fait qu'imaginez, là, si vous êtes le 15e patient de la journée, puis qu'il y a des bactéries des patients précédents qui reviennent parce qu'il y a des biofilms qui se sont formés dans les tubulures de succion, c'est pas super. Mais là, à tous les jours, les suctions sont nettoyées. Dans le fond, on leur fait boire une substance qui va venir déloger les biofilms et tous les autres micro-organismes ou gouttes de sang ou peu importe là, qui ont été aspirés. Donc, il n'y a plus de danger maintenant. Ça, c'est quand même rassurant de le savoir. Si vous voulez plus d'informations sur les biofilms, je vous invite à aller voir le petit vidéo qui est là. Puis si vous voulez avoir une image peut-être un petit peu plus concrète de c'est quoi un biofilm, là, par exemple, vous n'êtes pas obligé de le faire, croyez-moi sur parole, mais si vous ne vous brossez pas les dents pendant quelques jours, les bactéries buccales vont commencer à créer un biofilm sur vos dents. Puis éventuellement, vous vous grattez les dents, puis vous allez avoir une petite pâte blanche. Ça, c'est un biofilm bactérien. C'est pour ça qu'on doit brosser régulièrement pour éviter que le biofilm se forme. Donc, par exemple, dès qu'on se brosse les dents, il y a des bactéries qui se déposent sur nos dents par la suite, mais peut-être qu'on se rend juste à ce stade-ci, quand on a une hygiène normale. Fait que là, on se rend à ce stade-ci, on se brosse les dents, puis dans le fond, on repart à zéro, des bactéries se redéposent, mais si on laisse aller, le biofilm va se développer de façon plus intense. Autre exemple, si vous avez des chats ou des chiens à la maison, j'espère, vous leur offrez de l'eau. Si vous avez déjà eu soit la malchance ou la chance de toucher l'intérieur du bol d'eau après quelques jours que le bol n'a pas été nettoyé, vous allez trouver que le bol est visqueux. Donc ça, ce sont des biofilms qui se sont formés à l'intérieur du bol, donc des bactéries buccales de votre chien qui ont adhéré à la surface du bol puis ont formé un biofilm. Donc lavez le bol d'eau de votre chat ou de votre chien régulièrement, s'il vous plaît. Autre structure qu'on retrouve à l'extérieur des parois chez certaines bactéries, ce ne sont pas toutes les bactéries encore une fois qui en ont, on a les fimbriers. Les fimbriers, là, vous voyez les espèces de petits poils qui sont là. Donc, ces petits poils-là, ces petits fimbriers-là, c'est un petit peu comme des velcro. La bactérie, dans le fond, va s'en servir pour s'accrocher à une surface. Ça peut être vos tissus. Par exemple, la bactérie Neisseria gonorrhoeae, elle va s'attacher au niveau de l'urètre. Donc, pourquoi elle va s'attacher? Parce que si la bactérie, par exemple, ne s'attache pas, dès que vous allez uriner, lors de la miction, pour utiliser le terme correct, donc la bactérie sera éliminée par le flux d'urine, tout simplement. Mais en s'accrochant, elle ne sera pas éliminée à chaque fois que quelqu'un va uriner, donc ça lui permet de se maintenir dans les tissus, donc ça augmente sa virulence. Puis là, quand je parle de virulence, dans le fond, c'est plus un micro-organisme est virulent, plus il vous attaque fortement, donc plus, disons, soit les symptômes sont importants. Tandis que quand je parle de pathogénicité, c'est est-ce que le micro-organisme me rend malade, oui ou non. Donc, par exemple, on pourrait avoir deux virus de la grippe. Il y a un virus de la grippe qui est les deux sont pathogènes, donc les deux me rendent malade.
Donc, c'est ça le point. Mais il y en a un qui pourrait être plus virulent que l'autre. Donc, on pourrait dire que, par exemple, quand on dit que la grippe est mauvaise cette année, là, donc, c'est de dire que la virulence d'un des deux virus de la grippe est plus grande. Bref, donc, les fimbriers, c'est un facteur de virulence. Donc, les bactéries qui en possèdent, ça augmente les chances que ces bactéries-là puissent s'attacher dans vos tissus et causer plus de problèmes. Bordetella pertussis, je vais y revenir. Je vais avoir une diapo juste là-dessus dans quelques instants. En fait, je pourrais le montrer tout de suite. Okay. Donc, les fimbriers chez Bordetella pertussis, cette bactérie-là, elle cause une maladie qui est la coqueluche. Okay. La coqueluche, c'est une maladie qui affecte les voies respiratoires, particulièrement chez les jeunes enfants. C'est une maladie qui peut être prévenue par l'administration d'un vaccin et même si on ne veut pas attendre que l'enfant atteigne l'âge à laquelle il peut recevoir les vaccins. Donc, on peut vacciner la maman elle-même entre la 26e et la 32e semaine. La maman va produire des anticorps contre cette bactérie-là et elle va transférer via le placenta ces anticorps-là au bébé. Qu'est-ce qu'on met dans le vaccin contre la coqueluche? Bien, c'est ça. Okay? Le vaccin contient des fimbriers. Donc, en fait, je vais expliquer un petit peu la base de l'infection. Donc, imaginez que vous avez des cils respiratoires ici. Là. Donc, il faut beaucoup d'imagination, je m'en excuse. Là. Donc, imaginez vos cils respiratoires. Là. Dans le fond, ces cils-là, quand vous inspirez, je ne sais pas moi, des poussières, quoi que ce soit, quelque chose qui va irriter vos voies respiratoires, donc les cils vont battre. Vous allez tousser et vous allez repousser les poussières, les micro-organismes vers l'extérieur. Là, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir la bactérie Bordetella pertussis avec ses petits fimbriers et elle va venir s'accrocher fermement sur les cils respiratoires. Donc là, vos cils respiratoires vont être irrités. Ils vont penser qu'il y a quelque chose qui doit être repoussé. Donc, on va tousser, on va tousser, on va tousser. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une poussière dans ce cas-ci. Donc, la bactérie va être fermement attachée au fimbrier. Et à ce moment-là, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Et vous allez tousser, 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 tousser. Il y a des enfants qui ont des toux tellement importantes lorsqu'ils ont la coqueluche que des côtes peuvent se fêler ou se fracturer. Donc, imaginez, là, déjà quand on a une toux importante, c'est désagréable, ça nous fatigue. Mais imaginez avoir une toux, puis en plus, vous avez des côtes de fêlées ou de brisées, ça doit être extrêmement douloureux. La respiration est difficile, donc ce n'est pas une maladie intéressante, ça peut être mortel. Puis c'est prévenu. Okay? Le vaccin fonctionne très, très bien contre cette infection-là. Donc, puis il n'y a pas de danger lié au vaccin non plus. Là. Fait qu'il faut encourager les jeunes parents là, à faire vacciner leurs enfants pour la coqueluche parce que ça serait épouvantable d'avoir des enfants qui meurent au Québec de cette infection-là alors qu'on a les moyens de la prévenir. Si vous voulez savoir c'est quoi un enfant qui a la coqueluche, je vais vous montrer un extrait vidéo. C'est pas un extrait le fun. Okay? Je pense que c'est une petite fille, là, entre peu importe, un enfant qui souffre de coqueluche, puis bon, elle a de l'aide respiratoire, là, mais c'est pas facile. Fait que je vous montre ça. Here we go. Okay. It's okay. Okay, take a breath in, honey. Come on. Almost there. There we go. Oh my. Donc, comme vous avez pu le constater, ce ne sont pas des images qui sont le fun à voir. Ce sont des scènes un petit peu tristes là, de voir un enfant là, qui souffre de cette façon-là, qui a de la difficulté à respirer. Là, on voyait clairement que cet enfant-là avait de la difficulté à inspirer. Il y a eu de longues secondes là, sans qu'il puisse prendre une inspiration. Donc, c'est assez pénible. Puis imaginez, là, nous, on a vu quelques secondes à peine. Là, cet enfant-là va souffrir comme ça pendant des jours. Donc, faites vacciner les enfants de grâce. Donc, je reviens un petit peu à l'arrière en venant parler des pili, okay? Un pilus des pili. Ce sont des structures que certaines bactéries vont produire pour s'échanger de l'information génétique. Dans le fond, un pilus, c'est un peu comme un tuyau par lequel les bactéries vont se donner de l'information génétique. Donc, si on regarde l'image en bas à droite, donc vous avez une bactérie ici qui, par exemple, possède un plasmide. Je vais l'écrire ici, puis on va revenir là-dessus. Là.
Donc, les plasmides, c'est un petit bout d'ADN indépendant du génome initial ou original. Puis souvent, sur les plasmides, on va avoir un gène de résistance aux antibiotiques. Donc, la bactérie qui le possède, ça va lui conférer un avantage certain. Donc, la bactérie, par exemple, ici, celle de droite, qui possède le fameux plasmide, donc va produire son pilus, un pilus d'épili, et elle va transmettre le plasmide vers la bactérie de la même espèce qui n'en a pas. Et à ce moment-là, la bactérie va acquérir une copie du plasmide, parce que la bactérie initiale garde le sien, donc elle fait une copie et elle transmet cette copie-là à l'autre bactérie qui maintenant va devenir à son tour résistante. Si vous voulez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur les vidéos qui sont là, qui expliquent un petit peu plus le processus. Il y en a un des vidéos qui est un petit peu comique, là, vous pourrez aller jeter un coup d'œil là-dessus si ça vous intéresse. Les flagelles maintenant, donc les flagelles, dans les cellules humaines, il y a un seul type de cellule qui en possède, ce sont les spermatozoïdes, donc c'est un organite qui sert à la locomotion. Donc, chez les bactéries, on va en retrouver 4 types en fonction de l'endroit et de la quantité où on les retrouve. Donc, un flagelle dit monotriche. Mono, ça veut dire un. Donc, on le voit ici. Amphitriche, c'est qu'on a des flagelles, un ou des flagelles aux extrémités. Donc, amphitriche. Lophotriche, c'est 2 ou plusieurs flagelles, mais à une extrémité de la bactérie. Par exemple, H. pylori, qui est la bactérie qu'on retrouve dans l'estomac, ou que l'on peut retrouver dans l'estomac, va avoir ce type de flagelle-là. Puis péritriche, ben, c'est des flagelles tout le tour de la bactérie. Connaître ces protéines-là, okay, protéines flagellaires, donc on peut, dans le fond, déterminer à quel type de bactérie on a affaire en reconnaissant ces flagelles-là, donc en fonction du type que la bactérie possède, de la quantité de flagelles aussi, mais en allant étudier les protéines spécifiques du flagelle comme tel, ça peut nous permettre aussi d'identifier des sérotypes ou des sous-espèces de micro-organismes, comme la fameuse bactérie qui est ici, E. coli O157H7, c'est un drôle de nom, là, mais le H, c'est une protéine flagellaire. Donc, pour distinguer les différentes E. coli entre elles, on va aller tout simplement identifier avec des procédés là, immunologiques ou des tests biochimiques, etc., déterminer la présence de certaines protéines spécifiques sur les flagelles et ça nous permet de les identifier comme ça. Filaments axiaux ou endoflagelles, c'est un peu le même principe, c'est pour la locomotion, mais ce sont des moyens de locomotion qui enroulent la bactérie. Donc, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que ce sont des flagelles qui vont permettre la locomotion, mais ils entourent littéralement la bactérie et on les retrouve justement sur les bactéries spiralées comme Treponema pallidum qui cause la syphilis, Borrelia burgdorferi, Lyme disease. Leptospira interrogans, celle-là on n'a peut-être pas parlé, cause la leptospirose. Cette infection-là, c'est une infection bactérienne de toute évidence, mais elle nous est transmise si on boit, mange ou peu importe, on est en contact avec des excréments ou de l'urine d'animaux ou de rongeurs. Okay? Puis là, on dit manger, là, vous allez me dire qu'on ne mange pas ça. Non, mais des fois, on peut ne pas le savoir. Okay? S'il y a des rongeurs, des souris, des rats qui sont allés dans votre garde-manger, qui ont uriné ou quoi que ce soit près de votre nourriture, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Vous consommez l'aliment comme tel, donc vous pourriez vous contaminer tout simplement comme ça. Okay? Ou des fois aussi, ça peut être aussi bête que l'urine a séché, okay? Puis vous travaillez dans un environnement où il y a des animaux, dans une ferme par exemple, vous êtes dans l'étable, vous allez chercher le foin pour nourrir les vaches, les chevaux, peu importe, puis il y a peut-être des traces d'urine de rongeurs là-dedans, donc vous pourriez vous infecter comme ça. Maintenant, on va aller voir les structures à l'intérieur. Donc là, on a vu vraiment ce qu'il y avait à l'extérieur de la paroi. Et là, on va aller voir ce qui se passe en dedans. Bien, à l'intérieur ou en dessous de la paroi cellulaire, on va toujours avoir la membrane plasmique. Membrane plasmique ou membrane cellulaire, là, c'est la même chose. Donc, ça va être très similaire à ce qu'on va retrouver, par exemple, pour nos cellules à nous. Donc, ça va être une bicouche de phospholipides dans laquelle ou à travers laquelle on va pouvoir retrouver là, soit des molécules de cholestérol, des protéines, des glycoprotéines, des choses comme ça. Donc, au niveau structural, puis le rôle aussi, permettre les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, c'est pas mal similaire. Donc, je n'insisterai pas trop là-dessus.
Vous devriez avoir vu ça dans les cours de corps humain qui ont précédé le cours de micro. La région nucléaire. Donc, comme on l'a dit, dans une bactérie, il n'y a pas de noyau. Et ça, gang, je vais insister là-dessus. S'il y a quelqu'un qui m'écrit à l'examen ou dans un travail que les bactéries ont un noyau, je pense que je vais capoter. Donc, bactéries n'ont pas de noyau, mais elles ont quand même un génome et le génome, donc l'ADN circulaire dans ce cas-ci, va être situé dans une région particulière de la bactérie. Mais ça ne sera pas enveloppé dans un petit organite qu'on appelle le noyau. Donc, c'est vraiment libre dans le cytoplasme. Il y a quelques exceptions. Donc, je dis souvent là, que l'ADN bactérien, c'est un ADN circulaire. Quelques rares bactéries, comme Borrelia et Streptomyces, vont avoir un génome linéaire, un peu comme le nôtre, mais c'est quand même très, très rare. Application au niveau de l'ADN. Il y a les bactéries qui vont, quand elles se multiplient, elles vont multiplier leur ADN, donc elles ont des enzymes spécifiques pour faire ce travail-là. Nous aussi, quand nos cellules se divisent, on multiplie l'ADN. On fait la réplication. Mais les enzymes bactériennes sont différentes des nôtres, donc ça en fait des cibles pour certains types d'antibiotiques, comme par exemple les fluoroquinolones. Un des antibiotiques peut-être les plus utilisés ou connus, c'est la ciprofloxacine, la Cipro, qui va être utilisée entre autres là, pour les infections urinaires. Puis aussi, là, moi j'en ai déjà pris, ou en fait on m'en a prescrit quand je partais en voyage. Donc tu pars en voyage en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Parfois tu peux être loin un petit peu des hôpitaux ou des services de santé. Donc avant de partir, on te conseille de prendre ou de te faire prescrire un antibiotique à large spectre. Donc, si tu tombes malade, tu as une infection bactérienne, ben, tu peux te soigner toi-même. Mais il ne faut pas abuser de cet antibiotique-là, surtout la Cipro. Il y a des dangers reliés à son utilisation. Ça peut entraîner des problèmes au niveau des articulations. Et même, on a vu là, chez les personnes qui en consommaient souvent, donc soit par exemple des gens qui vont en voyage souvent ou les militaires qui ont fait de longs états de service là, à l'extérieur, qui en ont pris à quelques reprises, ça peut entraîner des problèmes neurologiques. Donc, il faut faire attention à ça. Puis le plasmide, je vous donne la petite définition, c'est un ADN circulaire indépendant, souvent porteur d'un gène de résistance. Donc, je vous montre l'image suivante. Donc, vous avez la bactérie. Ce que vous voyez à gauche, donc ça, c'est le génome, on va dire, normal. C'est son bagage génétique à la bactérie. Mais ici, vous avez le plasmide. Donc, c'est un ADN circulaire, indépendant, donc il n'est pas relié au génome initial. Et souvent, dans ce plasmide-là, il y a un segment d'ADN là-dedans qui pourrait être un gène de résistance. Donc, ça va permettre à la bactérie de survivre dans des conditions difficiles face à un antibiotique ou quoi que ce soit. Donc, c'est un avantage certain pour la bactérie d'avoir un plasmide. Des bactéries qui en possèdent des plasmides, E. coli au 157H7, donc la maladie du hamburger. La mangeuse de chair possède un plasmide et ça la rend très virulente. Et les plasmides, ça c'est plus anecdotique, là, on les utilise beaucoup en biotechnologie pour faire du clonage, faire de la modification génétique. Il y a plein d'utilisations là, que l'on retire des plasmides. Juste vous montrer maintenant trois photos. Là, je pense que j'ai fait une petite erreur. Là. Ici, c'est écrit voir la diapo 65. En fait, c'est 67. Donc, ce sont des photos qui m'ont été envoyées. Écoutez, gang, c'est pas des farces, là, ça m'a été envoyé par une étudiante en soins infirmiers que j'avais il y a quelques années. Puis ça, c'est des photos du cou de son chum. Donc, pendant qu'on avait le cours de micro, son chum subissait là, des chirurgies pour traiter une infection à Streptococcus pyogenes, donc la mangeuse de chair. Donc, on voit là, que les tissus ont été vraiment atteints, nécrosés. Ça aurait pu être très dangereux. Là. Puis, il faut comprendre aussi là, que vous avez la moelle épinière là, qui ne passe pas très loin. Il y a beaucoup de nerfs qui passent dans ce coin-là aussi, donc ça aurait pu être problématique. On a réussi à, de façon chirurgicale, là, enlever les tissus les plus affectés. On a traité le patient aussi avec des antibiotiques et tout. Et aux dernières nouvelles, ce que j'ai su de ce type-là, c'est qu'il allait bien. Il avait guéri là, de cette... Il a sûrement une cicatrice, là, mais il avait guéri de son infection. Les ribosomes, maintenant, leur job, leur rôle, c'est la synthèse des protéines, un peu comme les nôtres. Nos ribosomes fabriquent des protéines.
La différence entre les deux, c'est la taille des ribosomes. Les ribosomes bactériens sont plus petits que les nôtres et ont peut-être un petit peu aussi une forme différente, ce qui fait en sorte, encore une fois, qu'on peut utiliser certains antibiotiques qui vont les cibler spécifiquement. Parce que si les ribosomes bactériens étaient identiques aux ribosomes humains, on ne pourrait pas utiliser d'antibiotiques qui bloquent les ribosomes parce qu'on bloquerait notre propre synthèse de protéines, ça serait une catastrophe. Donc, on ne voudrait pas ça. Donc, à ce moment-là, avec des ribosomes différents, vous avez les différents types d'antibiotiques qui sont là. Ce sont des antibiotiques qui vont cibler, bloquer, interférer avec la synthèse des protéines. Les endospores, j'en avais parlé un petit peu dans la capsule numéro 1, mais pour y revenir, les endospores, certaines bactéries, pas toutes, peuvent produire des endospores lorsqu'elles se retrouvent dans des conditions qui leur sont hostiles. Par exemple, si on se rappelle la bactérie Clostridium, ou Clostridioides, ce sont des bactéries qui n'aiment pas l'oxygène. Donc, ces bactéries-là, lorsqu'elles se retrouvent à l'extérieur du corps, elles vont former un endospore parce qu'il y a plein d'oxygène. Il y a 20% d'oxygène dans l'air que vous respirez. Et pour ces bactéries-là, c'est mortel. Donc, pour éviter de mourir, les bactéries, on le voit sur l'image de gauche, elles vont prendre tout ce qui leur est essentiel. Donc, des protéines, des enzymes, leur bagage génétique. Puis, elles vont faire un petit cocon solide avec ça qu'on appelle l'endospore. La membrane, la paroi, tout ça va être perdu. Et lorsque la bactérie retrouvera un environnement idéal, elle va pouvoir faire le chemin inverse et redevenir une bactérie fonctionnelle. Un exemple de ça, quelqu'un par exemple qui aurait une Clostridioides difficile, une C. diff, donc de la diarrhée, va aux toilettes, flush. À l'hôpital, quand on flush, il n'y a pas de couvercle sur la toilette, donc ça libère plein d'aérosols dans l'environnement. La bactérie qui a été évacuée par les selles du patient maintenant se retrouve dans un environnement avec oxygène, donc la bactérie va former ses endospores. Et là, les endospores se déposent où? Bien là, partout autour dans la salle de bain de la chambre. Donc, ça peut être sur le siège de toilette, ça peut être sur le plancher, ça peut être sur le robinet, ça peut être sur la clenche qu'on active pour flusher. Donc, par la suite, si quelqu'un ne se lave pas les mains correctement, donc touche les divers objets sur lesquels les endospores se sont posés, amène ses doigts à sa bouche, va se contaminer, la bactérie va atteindre le gros intestin et va se multiplier. Donc, ça peut devenir un problème parce que l'endospore est très résistant aussi aux produits nettoyants, même jusqu'à un certain point à l'eau de javel, un certain pourcentage du moins. Donc, ça peut faire en sorte que même si on nettoie, l'endospore peut persister dans l'environnement et un patient qui arrive par la suite dans la même chambre pourrait se contaminer. Donc, ce sont des infections auxquelles il faut faire attention en raison, entre autres, des endospores. Beaucoup de problèmes d'intoxication alimentaire liés aux endospores. Donc, les bactéries, par exemple, vont survivre à la chaleur. Et quand l'aliment atteint une température plus, on va dire, en bas de 50 degrés, bien là, la bactérie se multiplie. Donc, imaginez, par exemple, dans les buffets, ou si vous avez, je ne sais pas moi, un banquet quelconque, puis il y a de la bouffe qui reste sur les tables à température pièce pendant quelques heures, bien, il y a certains aliments qui pourraient être contaminés, certains aliments qui étaient chauds, qui contenaient des endospores. La température baisse, les endospores reprennent une forme normale, se multiplient dans la bouffe, vous mangez ça et vous êtes intoxiqué. J'en avais parlé aussi dans la capsule numéro 1, les armes biologiques. Donc, on pourrait volontairement prendre des bactéries de type Bacillus anthracis, les placer en présence de chaleur. Ça force les bactéries à faire des endospores. On récupère les endospores et par la suite, on place ça dans des enveloppes pour faire du bioterrorisme. Mais anecdote là-dessus, sur les armes biologiques, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici même au Québec, à l'île qui s'appelle Gros-Île, qui est un petit peu plus loin que Québec, au milieu du fleuve, là, on a fabriqué, avec l'aide des États-Unis, des barils pleins d'endospores. Imaginez la quantité de bactéries que ça prend pour remplir des barils d'endospores. Donc, on a pris des Bacillus anthracis, on a rempli plein de barils de ça, et c'était destiné à être largué, par exemple, sur l'Allemagne. Puis ça aurait fait des dégâts épouvantables. On aurait tué des civils, des soldats. Ça aurait été la catastrophe totale. Mais bon, les Russes ont atteint Berlin. On a contrecarré, disons, les plans de Hitler et des nazis. Donc, on n'a pas eu besoin d'utiliser ces armes-là. Et ça aurait été épouvantable d'en venir à ça. Aussi, dans l'ambulance, si vous transportez un patient infecté par ces bactéries-là, il faudra porter une blouse et décontaminer l'ambulance de façon adéquate.
avec les bons produits et tout, des produits généralement assez forts, ou même des fois juste mécaniquement, donc frotter avec quelque chose là, pour enlever les endospores qui pourraient être présents dans l'environnement de l'ambulance. Pour détecter les endospores, ce n'est pas vous qui allez faire ça, mais en analyse biomédicale, donc on va faire des colorations qui sont spécifiques. Et ce que vous voyez, dans le fond, on voit le bacille, okay? Donc par exemple Bacillus ou Clostridium. Puis là, il faut faire attention. Là, vous pourriez vous dire, la bactérie est rouge, elle est gramme moins. C'est pas ça. Dans la coloration aux endospores, on utilise un colorant rouge. Il n'y a pas de colorant bleu. Là. Donc, on utilise un colorant rouge juste pour voir les bactéries comme telles, mais ça va être un colorant vert, qui s'appelle le vert de malachite, qui va nous permettre de voir les endospores dans les bactéries. Maintenant, pathogénicité bactérienne. Encore une fois, quels sont les outils que les bactéries utilisent pour nous causer du trouble, causer des maladies? Donc, il y a plusieurs stratégies que les bactéries peuvent utiliser. Donc, il y en a 5 ici. Donc, elles peuvent adhérer, donc se fixer sur nos tissus, sur nos voies respiratoires, etc. Donc, on a vu les fimbriers, les pili, capsules, couche mucoïde, la couche S. Ce sont des protéines, là, vous la voyez ici, là, S-layer. Donc, c'est juste à l'extérieur de la paroi. Puis ce sont des amas de protéines et de sucre là, qui permettent aux bactéries d'adhérer à leur environnement. Ensuite, résistance à la phagocytose. Donc, la présence de capsules ou d'endospores jusqu'à un certain point. Ce que ça fait souvent, là, vous avez la bactérie en rouge ici. Les protéines qui sont là, ces petites protéines-là, normalement seraient reconnues par les phagocytes. Donc, les phagocytes, c'est des cellules immunitaires. On peut parler de macrophages, par exemple, ou de neutrophiles, ou de cellules dendritiques, là, peu importe. Donc, normalement, la bactérie sera reconnue par les petites protéines qui sont à la surface du phagocyte. Mais là, la présence de la capsule, ce que ça fait, c'est que ça empêche cette reconnaissance-là. Donc, notre système immunitaire est moins apte à reconnaître et à détruire les bactéries qui ont une capsule. Donc, ensuite, certaines bactéries peuvent neutraliser l'acide gastrique. Donc, H. pylori, on voit sur l'image, donc va venir se déposer sur l'épithélium intestinal, va sécréter autour d'elle des molécules, dans le fond, qui vont la protéger de cette acidité-là, donc de la très grande quantité d'ions H+, présents dans votre estomac. Puis ça, c'est normal, on veut digérer, puis on veut éliminer certains micro-organismes. Mais là, ce qui va arriver, c'est que cette bactérie-là, en étant protégée, va s'attaquer à l'épithélium de notre estomac, va l'altérer, mais va aussi le rendre plus vulnérable à notre propre acidité. Parce qu'il faut comprendre, c'est que nous produisons nous-mêmes une certaine forme de mucus qui isole ou protège notre épithélium stomacal, donc de l'estomac, contre sa propre acidité. Mais la bactérie peut venir nuire à ce processus-là, et à ce moment-là, on va finir par faire des ulcères parce qu'on va, avec notre propre acidité, détruire nos cellules. Puis ensuite, les enzymes. En fait, je vais revenir ici. Là, on peut parler d'exoenzymes ou d'exotoxines. Une exoenzyme, c'est vraiment une protéine que la bactérie va libérer dans son environnement et qui va avoir un rôle à jouer pour la bactérie. La bactérie va produire ça dans un but précis. Tandis qu'une exotoxine, c'est souvent une protéine qui est libérée par la bactérie, qui ne confère pas d'avantage comme tel à la bactérie, mais qui va avoir un effet néfaste important pour l'hôte, donc pour l'être humain dans ce cas-ci. Donc, quelques exemples d'enzymes extracellulaires, comme par exemple pour les bactéries Clostridium, elles peuvent produire de la collagénase. Dans le fond, cette enzyme-là va détruire le collagène et ça va permettre, parce que le collagène, dans le fond, c'est un type de tissu qui maintient les autres tissus ensemble. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça. Donc, il y a plusieurs protéines de collagène là, qui permettent à nos tissus de rester ensemble. Donc, Clostridium va détruire ce collagène-là, ce qui va lui permettre de se propager plus rapidement dans les tissus. Clostridium va aussi produire des lécitinases ou phospholipases qui vont détruire les membranes plasmiques. Donc, on voit là, par exemple, pour Clostridium perfringens, les cas de gangrène. Donc, la bactérie se propage dans les tissus et plus elle progresse là, dans la main, plus elle détruirait l'avant-bras, le bras éventuellement, elle causerait la mort du patient, ou on devrait amputer dans ce cas-ci peut-être la main, l'avant-bras, etc. Chez Pseudomonas aeruginosa, on peut produire une élastase ou une protéase alcaline qui, elle, va venir détruire cette couche de tissu-là.
Donc, ça va encore une fois permettre à la bactérie d'échapper au système immunitaire puis de se faufiler dans les tissus. Staph aureus, peut en produire plusieurs enzymes. Elle peut produire la coagulase. Coagulase, juste le nom devrait vous donner un petit indice. Souvent, les bactéries qui produisent cette enzyme-là vont rentrer dans la plaie, vont provoquer la coagulation autour d'elle. Donc, dans le fond, le système immunitaire va arriver, va voir des protéines de coagulation humaine, donc va penser que tout est beau, puis il va passer son chemin. Mais dans le fond, la bactérie est cachée à l'intérieur de ce caillot-là. Donc, ça lui permet d'éviter le système immunitaire. Leucocidine, là, c'est Staph aureus qui attaque directement nos cellules phagocytes. Donc, ça va détruire les lysosomes. Les lysosomes, c'est une espèce de petit broyeur cellulaire là, qui contient plein d'enzymes puis un pH acide. Donc, la bactérie libère une enzyme, leucocidine, qui va venir détruire les lysosomes de nos phagocytes. Et à ce moment-là, elle va résister à la phagocytose comme ça. Ensuite, Staph aureus pourrait produire ce qu'on appelle la protéine A, qui, elle, va fixer certains types d'anticorps et empêcher l'action du complément. Ces deux éléments-là, les IgG, donc des anticorps IgG, puis le complément, ce sont des composantes du système immunitaire que l'on va voir plus à la fin de la session. Mais normalement, ce sont des outils que notre système immunitaire utilise, entre autres dans la lutte contre les bactéries. En fait, les IgG peuvent être utilisés contre plein de types de micro-organismes différents, mais le complément comme tel, c'est vraiment contre des bactéries que c'est utile. Staph aureus résiste à ça en utilisant sa protéine A qui bloque les protéines du complément. Pour la salmonelle, donc, elle va utiliser des porines qui vont, elles aussi, là, un peu comme on l'a vu sur certaines autres enzymes, bloquer la phagocytose. J'ai quelques images d'infections dues à Staphylococcus aureus. Donc, vous allez remarquer là, que c'est souvent des infections cutanées, donc des furoncles, etc. Ça peut être plus invasif, comme on le voit ici. Là. Pas toujours beau non plus. Enzyme extracellulaire. Donc, streptocoque peut produire une hyaluronidase, l'acide hyaluronique, c'est une structure qui, encore une fois, relie les cellules entre elles. Donc, si on détruit ça, la bactérie peut se propager dans les tissus. Leucocidine, on l'a vu, on attaque les lysosomes des phagocytes. Protéase des IgA. Les IgA, c'est une autre famille d'anticorps, mais qu'on trouve beaucoup dans les muqueuses. Muqueuse buccale, nasale, tube digestif, dans le lait maternel. Donc, streptocoque a une enzyme qui détruit ces anticorps-là. Mais une enzyme qui est intéressante au niveau humain, dans le fond, en fait, l'enzyme comme telle est produite par streptocoque, streptokinase ou streptolysine. Ce sont des enzymes, dans le fond, qui, contrairement aux coagulases qu'on a vu tout à l'heure avec Staph aureus, Streptococcus donc, produit ces streptokinases-là et ça va détruire les caillots. Donc, s'il y a un caillot qui se forme, la bactérie pourrait être prise là, puis le système immunitaire pourrait venir l'attraper. Donc, elle va détruire, l'enzyme va détruire les caillots et ça va permettre à la bactérie de se sauver dans le sang. Donc, pourquoi je dis que c'est intéressant au niveau de la santé humaine? On a l'image à droite, c'est que l'être humain en tire profit de ça. Donc, on fait pousser des streptocoques en culture. Elles produisent ces bactéries-là, les streptokinases ou streptolysines, que l'on purifie par la suite et on les met dans les petites fiales que vous voyez là. Et à quoi ça sert? C'est par exemple quand quelqu'un fait une thrombose, une embolie ou quoi que ce soit, donc il y a un caillot qui se forme dans les vaisseaux sanguins d'un patient. C'est toujours dangereux ces trucs-là parce que si le caillot se déloge, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai fait une thrombose. Quand j'ai fait mon opération au ACL, ligament croisé antérieur, j'ai fait une thrombose dans le mollet. Donc, si le caillot qui s'était formé dans une veine dans mon mollet s'était délogé de là, puis avait atteint mon cœur, mes poumons, mon cerveau, j'aurais pu en mourir. Donc, ce qu'on a fait, donc je suis allé à l'hôpital, puis on m'a injecté une forte dose de streptokinase. Ce que ça a fait, c'est que ça s'est propagé dans mon sang et tous les caillots qui étaient présents ont été détruits. Pour vrai, là, en dedans de 5 minutes, j'ai senti un gros relâchement dans mon mollet parce que ça faisait vraiment, vraiment, mais vraiment mal. On voyait le bouchon. Dans le fond, il y a un technicien qui avait fait une échographie. Un peu le même principe que quand une femme est enceinte. Là. Ils m'ont dit que c'était un garçon. Non, c'est pas vrai. Donc, j'avais un gros caillot dans le mollet. On a regardé ça, puis ils m'ont injecté ça. Puis, j'ai senti un relâchement. Donc, le caillot s'est détruit.
Par contre, on m'a dit, OK, là, bon, tu quittes l'hôpital, on t'a injecté ça. C'est pas le temps d'aller faire du sport extrême. De toute façon, j'avais été opéré au genou, là. Ou d'avoir un accident ou de tomber sur la glace, parce que ça, c'était au mois de janvier, là, que tout ça m'est arrivé. Parce que en ayant reçu une dose comme celle-là de streptokinase, si je me blesse, je vais avoir beaucoup de difficultés à coaguler, okay? Parce que les caillots ne se formeront pas. Donc, on devient plus vulnérable aux blessures à cause de ça. Ben, pas aux blessures, mais la guérison d'une blessure va être plus difficile si on se blesse après avoir été injecté de produits comme ceux-là. Je vous montre des infections typiques à streptocoque. Okay? On voit ici une inflammation, là, les ganglions, les amygdales et tout. On voit les taches spécifiques, okay, d'infection à streptocoque qui peut entraîner la scarlatine, entre autres, des choses comme ça. Infection au niveau des bras. Maintenant, donc là, on a vu les exoenzymes. Là, on va voir les exotoxines. Okay? Donc, les toxines sont sécrétées par les bactéries. On peut parler de cytotoxines, donc des toxines qui endommagent ou tuent les cellules. Neurotoxines, on s'attaque au système nerveux. Entéro, on s'attaque au système digestif. Et ça, c'est quand même spécial, là. Parmi les poisons les plus puissants, okay, 1 mg de la toxine du botulisme, okay, peut tuer 1 million de cobayes. C'est la toxine la plus puissante, okay, que l'on connaisse. Heureusement pour nous, okay, on a des vaccins qui sont très efficaces contre plusieurs de ces toxines-là. Entre autres, la toxine diphtérique, donc pour traiter la diphtérie ou traiter le tétanos. Okay? On a des vaccins super efficaces contre ces toxines-là. Donc, il faut encore une fois recevoir ces vaccins-là si on veut être bien protégé, parce que les conséquences de ces infections-là peuvent être très graves. Donc, si je fais la différence entre une exotoxine et une exoenzyme, donc l'exotoxine, on le voit à gauche, donc la bactérie est parfaitement intacte et elle va sécréter des toxines. Les toxines vont aller agir sur les tissus du patient et causer des dommages. Endotoxine, rappelez-vous, là, on avait vu le lipide A, donc le LPS, dans les bactéries gram-. Okay, donc, on le voit ici, là, gram-negative bacteria. Donc, les lipides A ou endotoxines, okay, ces toxines-là sont relâchées si et seulement si la bactérie est détruite. Donc, tant et aussi longtemps que la bactérie, on va dire, est en santé, est intacte, il n'y a pas de dommage. Mais si la bactérie est phagocytée, détruite, peu importe, l'endotoxine va être libérée et ça va venir agir sur notre hypothalamus. On va avoir production de fièvre, entre autres. Donc, les exotoxines bactériennes, il y en a plusieurs. Okay? On a entre autres l'alpha-toxine qui va être produite par Clostridium perfringens ou Staph aureus. Ce que ça va faire, dans le fond, c'est accroître la perméabilité vasculaire, détruire les tissus sanguins aussi. Donc, dans le fond, on va détruire les globules rouges, on va détruire les tissus. Donc, par exemple, pour Clostridium perfringens, pensez-y, si cette bactérie-là n'aime pas l'oxygène, comprenez-vous qu'elle a un intérêt à vouloir détruire les globules rouges. Donc, en détruisant les globules rouges, il n'y a pas d'oxygène qui vont arriver au tissu, donc cette bactérie-là va pouvoir profiter de l'absence d'oxygène pour se multiplier, et en plus, en tuant les globules rouges, elle va avoir accès à plein d'éléments nutritifs, du fer et autres minéraux, autres vitamines, etc. On a aussi l'exotoxine A chez Pseudomonas aeruginosa là, qui inhibe la synthèse des protéines, qui tue les cellules. L'exotoxine B pyrogène, okay, de la bactérie mangeuse de chair, qui va dégrader les tissus. Mais regardez là, les conséquences sur les tissus, ce n'est pas des photos fake, c'est vraiment des personnes qui ont subi des lésions assez importantes. S'il y en a qui suivent le football de la NFL, il y a un corps arrière, Alex Smith, il y a 2 ans, qui a subi une blessure grave à la jambe. Il a été opéré à plusieurs reprises, puis il a eu une infection. Il a failli perdre sa jambe à cause de son infection. Et cette année, après les traitements, les opérations et tout, la physiothérapie, il est revenu au jeu. Okay? Fait que c'est quand même pas rien là, d'avoir passé à travers tout ça. Mais regardez ici, là, ça a la mangeuse de chair, dans ce cas-ci, là, on voit les lésions là, au niveau du bassin, de la cuisse de la patiente. Dans le fond, là, ce que l'on fait, c'est qu'on va retirer les tissus qui sont affectés, qui sont lésés, qui sont nécrosés. On va protéger la plaie, okay, avec divers types de pansements ou de protection.
On va faire des greffes de peau, OK? Puis on va espérer que tout ça guérisse normalement par la suite, là, mais ça doit être des procédures assez épouvantables, douloureuses pour les patients-patientes. Autre toxine bactérienne, celle-là on la connaît bien, toxine du tétanos. OK? Donc on a encore une fois l'image typique classique là, de la personne qui marche sur un clou rouillé, mais ça pourrait être n'importe quoi qui blesse la personne en profondeur. Donc le système nerveux central, les nerfs moteurs vont être affectés lors d'une infection tétanos. On va finir par avoir la mort par arrêt respiratoire. Okay? Si vous avez le tétanos, là, c'est pratiquement assuré que vous mourrez. Okay? Il n'y a pas grand monde qui a survécu pour compter son anecdote de tétanos. Okay? Heureusement, on a des vaccins très efficaces pour prévenir le tout. Okay? Encore une fois, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Donc, la toxine botulique, elle va créer des paralysies. Donc, affecte la jonction neuromusculaire, cause des paralysies, peut entraîner la mort. Cette toxine-là, on peut la retrouver dans les aliments. On peut même la retrouver dans le miel. Okay? Il va faire attention, ne paniquez pas là. Mais pour les enfants de 2 ans et moins, on va leur déconseiller de consommer du miel parce que les quantités, aussi infimes soient-elles, de toxines botuliniques qui pourraient s'y retrouver seraient suffisantes pour causer des problèmes chez un jeune enfant, un bébé. Okay? Tandis que pour vous et moi, okay, les quantités qui sont présentes, là, extrêmement infimes, là, ne peuvent pas nous causer de problème. Donc moi, je mange du miel là, sans trop me casser la tête, mais je n'aurais jamais donné à mes enfants lorsqu'ils avaient 2 ans ou moins. Ensuite, toxines charbonneuses causées ou produites par Bacillus anthracis, donc va entraîner la mort cellulaire. C'est une bactérie qu'on retrouve dans le sol, mais qui pourrait être transportée aussi par des insectes. Donc, par exemple, vous faites un pique-nique, vous mangez à l'extérieur l'été, vous faites un barbecue, puis il y a des mouches là, qui viennent se déposer là, sur votre salade, vos steaks ou peu importe. Mais soyez conscient que cette mouche-là peut transporter des bactéries dangereuses qui pourraient vous rendre malade. Il faut faire attention à ça. D'autres toxines, la toxine cholérique, donc causée par la bactérie qui cause le choléra, ou on pourrait aussi avoir la bactérie E. coli qui peut en produire. Là. Donc, c'est une bactérie qu'on retrouve dans l'eau. C'est une bactérie qui cause, en fait, c'est la toxine produite par la bactérie qui cause des diarrhées importantes de 10 à 12 litres par jour. Donc, ça se ramasse dans l'eau. Puis là, regardez ici, là. Ça, c'est des photos, si je me rappelle bien, c'était de Haïti, quand il y avait eu un gros séisme, il y a peut-être une dizaine d'années en Haïti. Donc, l'eau potable, l'eau courante, tout ça, les infrastructures étaient brisées. Puis, on a fait appel à des casques bleus pour venir aider la population. Fait que ça, c'est bien. Mais il y a un groupe de casques bleus qui est arrivé et il y avait quelques personnes là-dedans qui étaient porteurs des bactéries du choléra, ont été malades et ça a contaminé les populations avoisinantes. Puis, ça a causé vraiment une épidémie de choléra en Haïti. Puis dans un pays qui était déjà très, très, très affecté par le séisme et tout, là, donc ça n'a pas été de tout repos. Et plus près, disons plus récemment, c'est pas plus près physiquement de nous, là, au Yémen, il y a une guerre qui se passe là-bas, là, qui implique entre autres l'Arabie saoudite. Puis les gens, donc il y a des famines, puis il y a eu des épidémies de choléra aussi. Donc imaginez si vous êtes déjà très faible, puis vous avez le choléra, vos chances de survie ne sont pas très, très bonnes. Là. Ensuite, toxine diphtérique. La toxine diphtérique, elle, ce qu'elle provoque, ou quel problème elle entraîne, c'est qu'elle va venir bloquer la synthèse des protéines. Puis ça va avoir des répercussions partout dans votre corps. On peut avoir, entre autres, là, des plaques pharyngées, là, comme on le voit là, sur l'image ici. Donc, vous le voyez là. Okay, donc, cette bactérie-là va causer beaucoup de problèmes. C'est une maladie qui peut être mortelle, mais heureusement, elle peut être prévenue par l'administration de vaccins. Ensuite, syndrome du choc toxique, on en a déjà parlé aussi, donc avec Staph aureus. Ça peut être soit une intoxication alimentaire ou soit l'utilisation de tampons ou de coupes menstruelles. Donc, dans ce cas-ci, le sang s'accumule pendant quelques heures, les bactéries se multiplient assez rapidement et produisent des toxines qui vont affecter la femme, qui peuvent même la tuer. Donc, c'est très, très, très dangereux. Et on a aussi des toxines qu'on appelle Shiga, donc Shigella dysenteriae, qui est une bactérie entérique, donc qui va causer des problèmes au niveau digestif, dû à des intoxications alimentaires ou de l'eau contaminée, et elle aussi là, va inhiber la synthèse des protéines et va tuer la cellule. Dans ce cas-ci, là, ça prendrait un antibiotique là, pour la traiter. Je reviens sur la toxine du botulisme, okay? Le fameux Botox.
okay, qu'on utilise ou que l'on voit, là, surtout pour les interventions esthétiques, okay, enlever les rides et tout. À la base, ce produit-là avait été conçu là, pour régler d'autres problèmes. Okay, vous avez une liste des différents problèmes, le strabisme. Donc, par exemple, quelqu'un qui louche un petit peu, souvent, c'est que c'est un muscle qui est rattaché à l'œil, qui tire trop fortement d'un côté, par exemple, donc la personne va loucher. Mais si on injecte du Botox, donc l'œil va se replacer à une position un petit peu plus normale. Bon, on peut traiter de migraine, dystonie cervicale, spasticité. Donc, il y a plein d'utilisations pour le Botox, mais ce que l'on connaît surtout, c'est vraiment l'utilisation pour les interventions esthétiques. Ça termine ce chapitre-là. Beaucoup d'informations. Je vous invite et encourage très, très, très fortement à compléter votre glossaire. Faites-le après chaque cours. Comme ça, vous ne prendrez pas de retard et vous allez développer ce vocabulaire-là. Ça va devenir plus familier, donc plus facile pour vous de reconnaître les mots et de savoir ce qu'ils veulent dire. Ici, j'ai mis juste une liste des différentes bactéries d'importance médicale, donc je les passe rapidement, là, puis les petites images ne sont pas nécessairement pertinentes, donc je vais vite là-dessus. Et vos devoirs, donc je vous invite à lire le chapitre 2 du Fauché et répondre aux questions des pages 49 à 53, ça c'est pour la 3e édition. Et vous allez remarquer aussi que parfois je vous donne des petites questions. Ces questions-là, ben, je pourrais les copier-coller par exemple dans un examen, donc c'est dans votre avantage, d'y répondre, okay, de faire la recherche et tout pour peut-être avoir un petit peu plus de facilité lors de l'examen. Vous pouvez aussi aller cliquer à partir du document sur Léa sur une vidéo comme celui-là qui vous fait une belle synthèse aussi là, de l'anatomie bactérienne. Il y a aussi des applications cliniques. Il y en a 4. Ça fait des belles questions d'examen. Donc, pratiquez-vous avec ces 4 applications cliniques-là. Là, je n'ai mis une spéciale pour les paramédics. Donc, faites-les. Parlez-vous entre vous au sein du groupe. Essayez de trouver les réponses. Puis, éventuellement, on pourra regarder tout ça ensemble, puis les corriger. Donc, voilà, c'est tout pour la capsule aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Bonne fin de journée.